Bien. Vous savez, la terrariophilie est une pratique qui regorge d'intérêt, qu'il soit pédagogique, scientifique, philosophique, voire même éthique. Si l'espèce maintenue en captivité s'avère être menacée d'extinction suite aux agissements, disons, beaucoup trop irresponsables des membres de notre espèce. Ainsi, afin de mener à bien cette pratique, quelques éléments sont à prendre en considération, permettant ainsi de respecter au mieux les impératifs biologiques de l'espèce que vous souhaiteriez héberger. C'est pourquoi dans ce cours, je m'appuierai essentiellement sur les écrits du livre Terrarium naturel des éditions Artemis, où, bien entendu, par mesure d'humilité, je ne me suis pas permis de reformuler certains écrits, les jugeant parfaitement explicites. Tout d'abord, il me semble important de commencer par savoir dissocier les deux mots du terme terrarium naturaliste. Alors, avant de nous pencher sur le mot terrarium, qui par la suite nous mènera sur d'autres pistes au service de la terrariophilie, intéressons-nous d'abord au mot naturaliste. Sachez que ce mot évoque la nature, le règne végétal, animal, minéral, l'eau, le soleil, sa chaleur et sa lumière, ainsi que les processus biologiques et géologiques qui s'y déroulent. Par conséquent, un véritable terrarium naturaliste est un espace de terre délimité qui reproduit fidèlement la nature ou inclut un grand nombre de ses éléments. Pour ce qui est du mot terrarium maintenant, ou bien vivarium, devrais-je dire, puisque là aussi nous allons devoir faire preuve de recul. À noter d'abord que les amateurs de reptiles, d'amphibiens ou d'invertébrés ont tendance à utiliser couramment le mot vivarium, de sorte qu'il est devenu interchangeable avec l'appellation terrarium naturaliste. Le terme vivarium désigne un terrarium naturaliste complexe, un microcosme vivant très élaboré et écologiquement équilibré. Si tous les vivariums sont des terrariums, sachez tout de même que certains terrariums naturalistes ne sont pas assez perfectionnés pour être considérés comme des vivariums. Alors un peu d'histoire maintenant. Malgré le regain d'intérêt qui lui est manifesté depuis peu, le concept du terrarium naturel existe depuis au moins 2500 ans. En 500 avant JC, les Grecs construisaient déjà des jardins clos, semi-intérieurs, et ce pour cultiver des herbes aromatiques toute l'année et observer leur croissance au fil des saisons. Alors, ces jardins étaient arrosés et irrigués pendant les périodes de sécheresse particulièrement meurtrières pour les herbes de plein champ. De même, les Chinois de l'Antiquité pratiquaient la culture du bonsaï et réalisaient des jardins aquatiques intérieurs par pur plaisir esthétique et par souci d'atteindre la perfection. Dès le début, le terrarium fut employé à des fins artistiques et commerciales. À l'époque, cependant, seuls les gens fortunés disposaient du temps et de l'argent nécessaires pour satisfaire à ce genre d'extravagance que représentait la reproduction d'un écosystème dans leur intérieur. On pense d'ailleurs qu'il n'hébergeait que des végétaux. Il faudra d'ailleurs attendre le milieu du 19e siècle pour que le terrarium naturaliste pénètre dans les milieux populaires.
Alors, pendant la période noire du début du XXe siècle, les vivariums furent relégués aux oubliettes. La guerre de 14-18 et la crise de 1929 anéantirent la fortune de beaucoup de familles qui se retrouvèrent dépourvues de moyens pour en assurer l'entretien. Alors, curieusement, les vivariums reprirent du service dans les années 70. Avec la naissance des serres modernes, le grand public manifesta alors un intérêt sans précédent pour l'environnement et la nature en général. Par la suite, les collections privées et les expositions de vivariums peuplés de plantes et d'animaux revinrent en vogue. D'ailleurs, un peu partout, les zoos commencèrent à remplacer leurs vieilles cages par des terrariums naturalistes de toute taille, abondamment végétalisés d'ailleurs. Ceux qui avaient jadis hébergé des animaux dans des conditions, disons, misérables, modernisèrent leur installation en incluant des forêts tropicales à la végétation luxuriante, des jardins de fleurs aux couleurs éclatantes ou encore des cascades et des écosystèmes semi-complets pour accueillir presque toute leur hôte. D'autant plus que dans les années 80, on construisit d'immenses structures pour élever des pythons géants, des ours ou même des gorilles. Alors, afin de correctement se lancer dans le maintien d'espèces en captivité, eh bien, le choix du bac s'avère être la première étape. En effet, la meilleure manière d'aborder la réalisation de votre terrarium naturaliste consiste à déterminer les espèces d'amphibiens et de reptiles que vous souhaitez élever. Alors, lisez toute la documentation disponible sur ces animaux, intéressez-vous à leur origine, leur alimentation, leur mode de vie et leurs besoins en captivité avant de leur construire un habitat. C'est bien important. Une autre méthode consiste à étudier un biome ou une région spécifique de la planète. Alors, cette recherche vous emmènera dans différentes directions. Un terrarium naturaliste peut être décrit comme une zone marécageuse ou désertique et englober un large éventail de caractéristiques et d'éléments naturalistes. Ainsi, votre objectif premier sera d'acquérir un espace clos pour votre animal. Ceci consistera à acheter ou à construire une cage. S'ils sont de bonne qualité, vous augmenterez vos chances de réussite. Les aquariums par exemple sont parfaits car ils offrent une parfaite étanchéité. Donc un avantage pour ce qui va être en lien avec les biotopes aquatiques ou encore similaires aux forêts tropicales humides. Alors, sachez que les aquariums, presque entièrement en verre, donc excepté les rebords inférieurs et supérieurs qui sont en plastique, sont recommandés puisqu'ils ne se raillent pas, se nettoient aisément et laissent un maximum de visibilité pour observer le décor ainsi que ses occupants. Alors, la plupart peuvent être équipés de divers capots, un détail qui a son importance selon l'habitat que vous souhaitez créer. Par exemple, il est indispensable d'équiper un terrarium désertique d'un capot grillagé, tandis qu'un capot à volets permet de maintenir un degré d'humidité élevé dans un terrarium de jungle ou tout simplement de marécage. L'inconvénient majeur du verre, bien entendu, c'est son poids. Tous les aquariums en verre sont très lourds. Et il y a aussi sa fragilité. Si vous placez de grosses pierres au fond de ce dernier, vous risquerez de voir ce dernier se fissurer ou pire de se briser. Comme il sera impossible de le réparer, eh bien, il faudra démanteler le terrarium et le reconstituer dans un autre bac.
Alors, la taille du terrarium pour accueillir géométriquement un animal est une chose, mais l'espace vital est d'autant plus une nécessité. Effectivement, il est impératif de prendre en considération la taille adulte et le besoin d'espace de votre animal lorsque vous choisissez une cuve pour aménager un terrarium naturaliste. Si la cuve est trop petite, elle risquera de céder sous le poids de son occupant ou bien ce dernier sera terriblement confiné et mal à l'aise. Un varan des savanes adulte, par exemple, de son nom scientifique Varanus exanthematicus, peut atteindre 1,20 m de long. Pour qu'il puisse bouger confortablement et même marcher, eh bien, le terrarium devra mesurer au moins 1,80 m de long et 1,50 m de large. Cependant, pour héberger un varan des savanes dans un terrarium naturaliste, eh bien, il faut prévoir une cuve 2 fois plus grande. Sachez que la création d'un habitat qui simule le milieu naturel des animaux requiert un maximum de place. Par conséquent, prévoyez plutôt d'accueillir de petites espèces. Sauf, bien entendu, si vous disposez d'un grand espace, ça va de soi. Alors, la prochaine étape consistera à choisir le substrat le plus adapté à votre terrarium. Mais avant d'aborder les divers types de substrats et leurs qualités respectives, eh bien, choisissez d'abord les plantes que vous voulez faire pousser dans votre terrarium. Si vous utilisez quelques plantes naturelles, eh bien, enterrez complètement les pots. Cette méthode rend l'entretien beaucoup plus facile. Pour les arroser, il suffira de verser de l'eau directement sur le pied et pour les déplacer, vous n'aurez qu'à déterrer les pots. Si vous optez pour des plantes artificielles, eh bien, le choix du substrat a moins d'importance. Mais il doit quand même être adapté à l'écosystème que vous allez créer et répondre aux besoins des animaux hébergés dans ce terrarium, évidemment. Si vous dépotez les plantes pour les enfouir directement dans le substrat, alors sélectionnez celui-ci avec soin pour qu'elles puissent se développer normalement. Et oui, puisque dans un mauvais substrat, eh bien, elles dépériront et finiront tout simplement par mourir. Alors si vous réservez votre terrarium uniquement à la fleur, eh bien il faudra simplement vérifier que les végétaux poussent et s'épanouissent comme ils le doivent dans le substrat sélectionné. En revanche, si vous comptez ajouter des reptiles et des amphibiens, eh bien sachez que ce substrat devra satisfaire autant les besoins des plantes que ceux des animaux. Par exemple, s'il s'agit d'une espèce fouineuse, eh bien il devra être aéré et léger. Alors, bien entendu, dans ce cours, je ne vais pas me permettre de vous présenter tous les types de substrats existants. Alors non pas parce que c'est inintéressant, mais plutôt parce qu'en termes de temps, eh bien, je ne tiens pas à ce que ce cours dure 4 heures. C'est pourquoi je vous ai sélectionné ceux que je jugeais les plus fréquents. À commencer par les copeaux de bois, ce fameux substrat qui en fâche plus d'un. Alors que certains types de copeaux de bois ou d'écorces d'arbres trouvent leur utilité dans un terrarium naturaliste, s'ils sont employés à bon escient bien entendu, d'autres sont à proscrire en toutes circonstances, qu'on se le dise dès le début.
Évitez absolument les copeaux de cèdre rouge, utilisés souvent par les éleveurs de souris, de hamsters et autres rongeurs. Alors, c'est un substrat qui est très aromatique et idéal pour masquer l'odeur musquée de ces petits mammifères, mais introduit dans un terrarium naturaliste, eh bien, les copeaux de cèdre rouge libèrent une résine fortement odorante qui va polluer le substrat. Alors non seulement elle tue les bactéries et les champignons utiles dont vos plantes ont besoin pour se développer, mais elle risque aussi de mettre en péril la vie de vos amphibiens en pénétrant dans leur organisme par leur peau, tout simplement. Les reptiles sont également exposés au danger car ces huiles puissantes peuvent causer des irritations olfactives et respiratoires irréversibles. C'est pour ça que c'est vraiment un substrat qui est à proscrire. Les animaux exposés aux copeaux de cèdre ou de pin ont tendance également à être stressés, ils refusent de manger, boivent peu et essaient constamment de s'évader de leur cuve devenue quasiment inhospitalière. Alors, notez également que le terreau pour orchidées, ainsi dénommé parce qu'il sert au rempotage des orchidées, est riche en copeaux d'écorce de diverses variétés de sapins qui, à la différence du bois des arbres à feuilles persistantes, ne libèrent pas de résine et d'huile nocive, même si elle a été prélevée sur leur tronc. Alors, ajoutez-en au substrat d'un terrarium de jungle, par exemple, planté d'orchidées, de broméliacées et d'autres plantes tropicales afin de favoriser l'aération et le drainage. Si vous étalez une couche de ce terreau sur un substrat plus dense, eh bien, il fera un excellent travail en retenant l'humidité, un peu comme du compost de feuilles sur le sol de forêt, vous voyez. De plus, il se révélera d'une grande utilité si vous faites pousser de la mousse et des fougères dans un terrarium qui requiert une hygrométrie, disons, stable. Enfin, il est conseillé d'éviter les écorces d'eucalyptus, de pin et de séquoia qui renferment quant à eux beaucoup trop de résine et d'huile nocive. Alors, la fibre de coco ou encore fibre végétale, qui constitue les 2/3 de l'enveloppe de la noix de coco, est l'un des meilleurs produits naturels à employer dans un terrarium, sachez-le. Légère et de nature grossière, eh bien, cette fibre est broyée puis compressée en briques ou en blocs, tout simplement, qui sont commercialisés en jardinerie ou en animalerie. Alors pour qu'elle puisse retrouver son aspect initial, il suffit tout simplement de la laisser tremper dans l'eau chaude pendant une douzaine d'heures. Il est d'ailleurs conseillé d'utiliser un grand seau car le volume augmentera sensiblement, doté d'une extraordinaire capacité de drainage et par la même occasion d'oxygénation des racines. Eh bien, la fibre de coco contribue également à retenir l'humidité indispensable à la croissance des plantes et permet ainsi aux bactéries et de même aux champignons utiles de se développer
et d'agir autour et à l'intérieur du système racinaire des plantes. En outre, c'est un agent liant qui rend le substrat plus homogène et ainsi très intéressant à installer dans un terrarium naturel. De plus, étant donné son milieu d'origine et la manière dont elle a été récoltée, eh bien, la fibre de coco présente l'inconvénient d'être riche en sodium. Or, l'excès de sodium eh bien, nuit à la croissance des plantes et empêche le développement des bactéries et champignons utiles. Alors, pour éliminer ceci, il est recommandé de rincer longuement la fibre de coco dans un grand tamis très fin après réhydratation du bloc. Mais sachez aussi que la fibre de noix de coco existe également sous la forme de chips de coco. Résistants et durables, ils permettent une aération et un drainage excellent. D'ailleurs, il est recommandé d'en ajouter au substrat d'un terrarium de jungle car il contribue à créer un habitat idéal pour les orchidées et broméliacées. Alors, dans les terrariums qui hébergent des invertébrés, comme les tarentules, les scorpions et les myriapodes par exemple, eh bien, les chips de coco constituent une couche superficielle idéale. Alors d'une part, ils retiennent suffisamment d'eau pour maintenir une hygrométrie élevée et essentielle à la bonne santé de nombreux invertébrés d'origine tropicale. Et d'autre part, eh bien, leur légèreté fait que les espèces fouineuses les déplacent et les manipulent aisément. Voilà. Donc ainsi, il est impératif de les rincer et de les faire sécher au moins 2 fois avant de les incorporer au substrat de votre terrarium. Bien. Alors, qu'en est-il des feuilles maintenant? Eh bien, sachez qu'il est déconseillé d'intégrer n'importe quel type de feuilles compostées à un substrat. Alors certaines espèces résistantes et durables renforcent l'activité biologique du substrat, telles que le peuplier, le chêne, l'orme, le bouleau, le cerisier, le saule, le houx, le poirier et les petites feuilles de buis et de troène. Mais faites tout de même attention avec le houx, car certains cultivars ont des feuilles épineuses susceptibles d'irriter les espèces terrestres ou les amphibiens à peau nue. Toutefois, en se décomposant, eh bien, elles perdent de leur piquant et à ce moment-ci, eh bien, vous pourrez aviser. Autre chose maintenant, n'introduisez jamais dans votre terrarium des feuilles qui se décomposent trop rapidement, puisqu'elles dégagent des substances chimiques nocives qui peuvent ralentir l'activité biologique des champignons et bactéries utiles et présents dans le substrat. Évitez également les feuilles de sauge, de prosopis, de tulipier, d'érable, de magnolia, d'eucalyptus, de laurier rose, de noyer, de noisetier également, d'amandier, celles des arbres à feuillage persistant ainsi que les aiguilles des résineux. Donc, sauf si vous aménagez un terrarium qui nécessite ces variétés-là, bien entendu.
Bien, continuons avec le prochain élément, puisqu'il s'agit pour le coup des roches et des pierres. Parce qu'elles sont présentes dans tous les environnements terrestres, les roches et les pierres jouent un rôle prépondérant dans la composition d'une zone spécifique et contribuent également à maintenir la surface et la stabilité de cet écosystème. Face bien entendu à la puissance des éléments tels que le vent ou encore l'eau. À savoir que plus vous respecterez les lois de la nature, plus vous augmenterez vos chances de réussite. Par conséquent, vous aurez probablement besoin d'ajouter quelques pierres pour réaliser le décor de votre terrarium. Par exemple, pour un habitat forestier, eh bien, prévoyez des affleurements de granit qui serviront d'abri aux serpents originaires des pays tempérés. Pour un environnement désertique, eh bien, disséminez des fragments de roches plus ou moins gros sur lesquels viendront se dorer les lézards et les serpents originaires des contrées arides. Quant au marécage, eh bien, leur fond est recouvert d'une couche de sable et de pierres concassées qui sert de tampon pour prévenir les inondations et contribue également au maintien du pH requis de ce biome. Sauf quelques rares exceptions, ces exemples nous montrent qu'il est indispensable d'introduire des pierres et des roches dans tout environnement terrestre que l'on souhaite reproduire à petite échelle. Alors, loin d'être de simples éléments de décor, elles font partie intrinsèque de la vie de nombreux reptiles et d'amphibiens. Ces derniers s'installent sur des rochers pour se chauffer, se réfugier dans leur anfractuosité, pour échapper aux prédateurs ou aux rayons brûlants du soleil et de la mi-journée, et chassent leur proie au milieu des pierres. La plupart des serpents se frottent contre les plus rugueuses pour se débarrasser de leur vieille peau lors de la mue. De même, beaucoup d'espèces de grenouilles arboricoles se regroupent sur les pierres en bordure de cours d'eau pour coasser la nuit. Les salamandres aquatiques et les tritons se cachent sous les pierres plates du fond des mares et des rivières pour se protéger ou tout simplement pour guetter leur proie. Enfin et surtout, les rochers et les pierres contribuent largement à l'esthétique d'un terrarium, qu'on se le dise. Une grande plaque d'ardoise fait une plage accueillante pour votre serpent roi de Californie lorsqu'il a besoin de prendre le soleil, et un assortiment de galets dispersés sur le sable introduit tout de suite une touche de sérénité dans un paysage désertique. Mais avant d'introduire des roches dans votre terrarium, eh bien, sachez qu'il faut prendre en considération la santé et le bien-être de vos reptiles et amphibiens, car certaines roches peuvent avoir un effet néfaste. Par conséquent, eh bien, il est important de les connaître pour les éliminer. Par exemple, dans des milieux humides comme les forêts tropicales, les marécages ou les habitats subalpins, eh bien, les roches crayeuses, feuilletées ou friables se désagrègent rapidement
et libèrent ainsi des substances chimiques qui seront ensuite absorbées par l'environnement du terrarium. Alors, ces agents alcalins risquent de polluer les zones confinées de votre terrarium et de tuer les systèmes racinaires des plantes et d'empoisonner le sang de nombreux amphibiens ou provoquer tout simplement des infections cutanées chez certains reptiles. Il faut souvent se résoudre à jeter l'eau et les substrats car il est quasi impossible d'en extraire les microparticules polluantes. C'est pourquoi la craie, le calcaire, le mica, la pierre à savon et autres roches de même nature sont à proscrire dans un terrarium où l'hygrométrie est supérieure à 70%. Ne les utilisez jamais non plus dans des bacs où elles risqueraient d'être immergées ou ancrées dans un substrat humide. Évitez également d'introduire des coraux exposés à l'eau douce puisqu'ils se désagrègent très rapidement et augmentent ainsi l'alcalinité du terrarium. Les grenouilles, les crapauds, les salamandres et les tritons seront ainsi gravement affectés si les pierres que vous introduisez dans leur environnement modifient radicalement la composition chimique du sol et de l'eau dans lesquelles ils vivent et chassent. Sachez aussi que les pierres qui ont un éclat métallique posent également des problèmes et certaines roches ajoutent une copieuse quantité de sodium à votre terrarium en se décomposant. Évitez également les roches striées de rouge, de vert, de bleu ou encore de jaune. Des veinures friables de rouge vif à rouge foncé indiquent la présence de fer dans la roche et par conséquent un risque de rouille dans un bac humide. Des stries vertes foncées ou encore bleu clair signalent la présence de cuivre qui, en s'oxydant, peut polluer le sol et l'eau du terrarium et nuire à la santé de ses occupants, que ce soit végétaux et animaux. De plus, des veinures jaunes suggèrent la présence de soufre qui risque de bouleverser son équilibre chimique. C'est pour ça qu'il est très important de faire attention à ces petits détails. Les roches ignées et métamorphiques, qui ne s'effritent pas dans la main, sont particulièrement recommandées. Les pierres de couleur foncée, de diverses nuances de gris par exemple, ainsi que les pierres dures et lisses sont bien entendu acceptables. Les cristaux de quartz rose, blanc, rouge, gris, violet sont appréciés car ils ajoutent également des petites taches de couleur, même s'ils paraissent artificiels dans la majorité des habitats. Qui plus est, notez que les roches sédimentaires à l'aspect strié renferment la plupart des éléments et minéraux que vous ne souhaiteriez pas avoir dans votre terrarium. Cependant, dans le cas d'un terrarium de savane ou de désert, ces exigences sont différentes. Dans ces environnements secs et arides, les roches crayeuses et friables
ne se décompose pas et ne risque pas de polluer l'habitat. Vous pouvez donc employer sans danger du calcaire et du grès par exemple, de même que des roches conseillées pour les milieux humides, tant qu'à faire privilégier la diversité. En revanche, les roches à stries de couleur vive et à reflets métalliques sont également à proscrire dans un environnement désertique. Bien. Mais vous savez, les particularités que l'on vient de donner concernant les roches et les pierres ne s'arrêtent pas là. Effectivement, elles peuvent aussi être employées comme cachettes et abris, puisque même si les jardineries et animaleries proposent une étonnante variété d'abris et de refuges, eh bien, la plupart des cachettes en plastique noir ou marron paraissent déplacées dans un terrarium naturaliste, même si elles imitent très bien des grottes et autres tanières qui se trouvent dans la nature. Sachez toutefois qu'il est possible de construire dans des roches des repères intéressants pour vos animaux qui se fondront dans le décor et n'altéreront en rien la beauté et l'aspect sauvage de votre terrarium. D'ailleurs, sachez que les meilleurs abris rocheux sont faits en une seule pièce, comme une grosse pierre de lave de forme concave par exemple. Une fois qu'elle est solidement ancrée dans le substrat, eh bien, il n'y a plus rien à craindre en termes de déplacement ou de chute. Beaucoup d'amateurs choisissent de construire des grottes en entassant plusieurs types de pierres. Mais cette solution s'avère particulièrement dangereuse. En effet, bien qu'une telle structure soit plutôt agréable à regarder et demeure intacte pendant des mois, eh bien, elle constitue une menace potentielle pour les animaux qui la côtoient. Une personne, par exemple, qui heurte le terrarium, ne serait-ce que très légèrement, peut ébranler le fragile équilibre et faire dégringoler les pierres au risque de tuer une partie des occupants du terrarium, malheureusement. Bien, à présent, venons-en au sujet de l'introduction et de l'entretien des végétaux. Vous savez, à part les reptiles et les amphibiens, eh bien, les plantes sont des formes vivantes et intéressantes à introduire dans un terrarium naturaliste. Alors pourquoi, me demanderiez-vous? Eh bien, parce qu'elles sont à croissance lente et par conséquent changent et vieillissent progressivement au fil du temps. Mais cet avantage ne doit pas être associé à la possibilité d'installer n'importe quel type de plante dans le terrarium. Effectivement, avant tout, il convient de prendre en considération la famille de plantes. Par famille, entre guillemets, puisqu'il s'agit de l'ensemble des plantes qui se développent naturellement dans l'écosystème que vous avez choisi d'imiter. Par exemple, si vous décidez de construire un terrarium de jungle, donc sous une température élevée, une forte humidité, une terre légèrement acide ainsi qu'une lumière modérée à intense, eh bien vous réussirez dans votre entreprise si vous choisissez d'y faire pousser des plantes habituées à cet environnement spécifique. Par conséquent, vous y introduirez des broméliacées, des fougères, des plantes tropicales à grandes feuilles et j'en passe.
Bon, si vous ajoutez des variétés acidophiles, telles que des cactus, des aloès ou autres succulentes, eh bien, l'hygrométrie élevée qui règne dans le milieu tropical de votre terrarium va imbiber ces espèces qui possèdent une grande capacité de rétention d'eau. A l'inverse, si vous réalisez un terrarium imitant la savane ou le désert, ne vous leurrez pas en pensant que les frondes délicates et les troncs minces d'un chêne soyeux d'Australie pourraient survivre dans ce milieu. Vous finirez vite par admettre que les cactus et les succulentes sont bien entendu de meilleurs choix. Ainsi, il est fondamental que vous sélectionnez des plantes adaptées au sol, à la terre, à l'acidité, à l'hygrométrie, à l'intensité lumineuse et aux autres paramètres des habitats sauvages dont elles sont originaires. Si elles ne sont pas naturellement adaptées au biotope que vous avez créé, eh bien vous peinerez à obtenir de bons résultats, ça va de soi. De plus, eh bien, il est conseillé d'associer des plantes du désert avec d'autres plantes du désert et des plantes tropicales avec d'autres plantes tropicales. Vous pouvez bien entendu faire se côtoyer certaines plantes de familles différentes si et seulement si les deux habitats ou plus possèdent des caractéristiques communes qui leur permettent de se développer en bonne intelligence. Par exemple, un environnement marécageux, chaud et humide peut accueillir un assortiment de plantes qui, d'ordinaire, ne poussent que dans un environnement tropical, sachez-le. Bien. Vous savez, depuis bien longtemps maintenant, des succulentes rustiques et sauvages ont su s'adapter aux environnements les plus inhospitaliers de notre planète. Capables de supporter de longues périodes de sécheresse, elles souffrent néanmoins dans des conditions qui paraissent idéales aux plantes originaires des régions tropicales. En effet, un excès d'eau ou d'humidité relative suffit pour les anéantir. Ce qu'elles aiment par-dessus tout, c'est la lumière vive du soleil, les températures élevées, une humidité faible et une période de dormance saisonnière en général d'octobre à mars, pendant laquelle il est préférable de ne pas les arroser et d'augmenter leur exposition à la lumière. Il y a aussi les cactus qui englobent une grande famille de plantes qui se rencontrent dans tous les déserts d'Amérique du Nord et du Sud. Ils se présentent sous diverses formes, de l'espèce ovale ou sphérique à une variété haute et élancée ou en forme d'oreille de lapin tout simplement. Quant aux piquants qui les caractérisent, ils peuvent être épais et ligneux, ressembler à de fines mèches de cheveux ou à une toison blanche comme celle qui recouvre certaines espèces de cactus. Notez que le type de cactus que vous planterez dans votre terrarium dépendra de l'espèce animale que vous souhaitez héberger. Les espèces robustes à écailles épaisses côtoieront volontiers des variétés à épines dures et coriaces, alors que les invertébrés seront plus à l'aise avec des cactus chevelus ou laineux. A noter aussi que la plupart des cactus demandent beaucoup de lumière. Par conséquent, vous devez être en mesure de subvenir aux besoins de l'espèce ou des espèces que vous choisirez. Pour ce qui est des plantes tropicales maintenant, eh bien, sachez que les plantes familières des terrariums de jungle ou de forêt sont des espèces d'une grande polyvalence car elles supportent aussi bien les climats tempérés que les climats tropicaux. Bien sûr, toutes ne se développent pas de la même façon. Dans chaque type de terrarium,
mais la plupart jouissent d'une grande capacité d'adaptation, pour ainsi dire. Les plantes des forêts à grandes feuilles et à tiges épaisses, par exemple, affectionnent les sols humides, mais ne tolèrent guère d'avoir les racines qui trempent dans l'eau, d'où la nécessité de prévoir une couche drainante. Enfin, qu'en est-il de la compatibilité plantes et animaux, me demanderiez-vous? Eh bien, pour être honnête, c'est assez simple. Eh bien, vous devez être en mesure de savoir comment ces espèces vont se développer en compagnie de vos animaux, que ce soit des reptiles, des amphibiens ou des invertébrés, et surtout comment vos animaux vont se comporter avec vos plantes. Il est fâcheux de perdre une plante à cause d'un lézard herbivore, mais beaucoup plus ennuyeux de perdre un reptile à cause d'une plante toxique. Ainsi, il vous faudra faire preuve de vigilance. Bon, il me semble avoir tout dit en ce qui concerne l'introduction et l'entretien de végétaux dans un terrarium. Nous pouvons passer au prochain sujet qui sera consacré à l'eau et à l'arrosage. A commencer par les types d'eau. Et oui, ayez à l'esprit que 4 types d'eau peuvent être employés dans un terrarium, à savoir l'eau distillée, l'eau du robinet, l'eau de pluie et l'eau minérale en bouteille. Chacune présente des avantages et des inconvénients, ou encore convient plus ou moins bien au style de terrarium que vous avez créé. Une fois que vous avez commencé à arroser vos plantes avec un type d'eau, eh bien il est recommandé de rester fidèle à ce premier choix. Si vous optez pour une eau à composition radicalement différente, vous risquerez malheureusement de faire subir un choc à vos plantes et de tuer les bactéries utiles et présentes dans le substrat. Concernant l'eau distillée, vous savez, on obtient une eau distillée en faisant évaporer rapidement un récipient d'eau dans un laboratoire, puis en recueillant la vapeur d'eau dans l'atmosphère dans un autre récipient. Cette eau pure est libérée de tous ces minéraux et de ces micro-organismes, des éléments dont vos plantes ont besoin pour se développer. Ainsi, cette eau n'est pas très conseillée, d'autant plus qu'elle risquerait aussi de nuire à la santé de vos amphibiens aquatiques. Toutefois, l'eau distillée se révèle utile lorsque vous faites pousser des plantes qui nécessitent un pH spécifique, comme les plantes carnivores par exemple, puisque son pH est neutre et n'affecte pas le pH du substrat. Cela dit, dans la majorité des cas, eh bien, l'usage de l'eau distillée est vivement déconseillé. Concernant l'eau du robinet maintenant. Sachez que l'eau du robinet ou encore eau courante est transportée par un réseau de canalisation depuis son point de captage jusqu'à votre robinet. En cours de route, elle a subi une série de traitements qui la rendent propre à la consommation. Bien qu'elle soit potable pour l'homme, cette eau n'est pas la mieux indiquée pour votre terrarium, sachez-le.
essentiellement parce qu'elles renferment des substances chimiques dangereuses, dont du fluor et du chlore. L'eau chlorée risque d'être fatale aux amphibiens complètement aquatiques comme les têtards ou par exemple les tritons. Cependant, si vous n'avez pas d'autre eau pour arroser votre terrarium, eh bien, réduisez sa nocivité en la faisant décanter pendant au moins 24 heures dans un récipient non couvert afin de laisser s'échapper les ions chlorure et fluorure dans l'atmosphère, ce qui la rendra beaucoup plus pure. Vous pouvez également installer un déchlorateur qui élimine le chlore et l'ammoniac, mais pour le coup, pas le fluor. Bien, pour ce qui est de l'eau de pluie à présent. Il faut savoir que l'eau de pluie est l'une des meilleures eaux à utiliser dans un terrarium naturaliste, car le processus de formation de la pluie élimine presque toutes les impuretés naturelles. Recueillez-la dans un petit récipient en plastique ou en verre, mais pas en métal, car l'eau risquerait d'être polluée par des résidus. Avant d'introduire cette eau dans votre terrarium, eh bien, filtrez-la avec un filtre à café par exemple, tout simplement pour la débarrasser des débris et des insectes qui pourraient éventuellement s'y trouver. L'un des avantages de cette eau est qu'elle est très riche en azote, un gaz qui favorise la croissance végétale. Toutefois, évitez d'utiliser l'eau de pluie si vous vivez dans une région exposée aux pluies acides. Assurez-vous que celle que vous avez recueillie a un pH supérieur à 6,2. Un pH inférieur est considéré comme dangereusement acide, mais un pH alcalin peut aussi de son côté nuire au système racinaire fragile des plantes ainsi qu'aux animaux à peau fine. Un pH supérieur à 7 est trop élevé par exemple. Pour vous simplifier la tâche, achetez un pH mètre dans une animalerie et analysez l'eau tout simplement avant de l'introduire dans votre terrarium, comme ça vous serez fixé. Enfin, concernant l'eau minérale maintenant, disponible dans toutes les épiceries de la planète, l'eau minérale en bouteille est parfaitement adaptée à un usage en terrarium. Alors, ne la confondez pas avec de l'eau purifiée, qui est presque identique à l'eau distillée. Avant d'acheter votre eau minérale, lisez bien entendu attentivement l'étiquette détaillant de sa composition. Sachez qu'une eau idéale ne présente aucune adjonction de minéraux, de sodium, de conservateurs, d'arômes ou autres additifs chimiques. Bien. À présent, voyons ensemble différents types de terrariums existants, à commencer par le terrarium de désert. Notons que tous les déserts ne se ressemblent pas. Certains, comme ceux d'Amérique du Nord, sont des étendues arides et rocheuses d'ailleurs qui accueillent une vie végétale extrêmement variée. D'autres, à l'image de ceux d'Afrique du Nord, sont plus sablonneux et moins riches en végétation. Du fait des fortes disparités qui existent entre ces deux milieux qualifiés de désertiques, eh bien, le type de désert que vous allez reproduire dépendra des espèces que vous souhaitez héberger dans votre terrarium. Si l'animal, par exemple, est natif d'un désert d'Amérique du Nord ou d'Afrique centrale, eh bien, il se sentira mal à l'aise dans un terrarium simulant les dunes de sable du Sahara. L'inverse se vérifiera également, surtout si vous avez l'intention d'élever des espèces fouineuses comme un boa des sables par exemple. En ce qui concerne le terrarium de savane, celui-ci
Plus riche en végétation que les déserts, la savane est une zone, disons, semi-aride qui marque la transition entre deux biomes, le désert et la forêt. L'air y est sec, mais les précipitations annuelles sont plus importantes. Le sol n'est ni sablonneux ni compact. Dans cette zone frontalière soumise à une constante mutation, la végétation va et vient au fil des saisons. Par conséquent, dans ce type de terrarium, il faut parfois remplacer certaines plantes qui meurent de vieillesse par des spécimens récents et vigoureux. De plus, notez que la savane est un écosystème qui convient à une grande variété de gros lézards, comme les varans et la gamme barbue, ainsi qu'à une pléthore de serpents africains de la zone équatoriale, tels que les pythons, les vipères et bien d'autres encore. Pour ce qui est des terrariums de forêt tempérée maintenant, ils se caractérisent par des taux d'humidité modérés, un sol riche et fertile et une végétation à port bas. Le terrarium de forêt peut héberger une grande variété de reptiles, d'amphibiens et d'invertébrés du monde entier et une vie végétale bien entendu d'une surprenante diversité. L'éventail des possibilités est tellement vaste qu'il est très rare de trouver deux terrariums de forêt qui se ressemblent. Voilà pourquoi j'aime tant cet univers-ci. Bien. Concernant les décors, à présent, je souhaiterais ouvrir une petite parenthèse concernant le décor de terrarium de jungle. Sachez que le décor d'un terrarium de forêt est un peu plus délicat à concevoir que les précédents, en raison du taux d'humidité qui règne à l'intérieur. Les pierres seront inévitablement exposées à la décomposition. Ainsi, évitez le calcaire organique ou toute autre roche crayeuse qui se désagrège rapidement dans une atmosphère semi-humide et libère ainsi des sels qui augmentent sensiblement le pH du substrat. Sachez qu'un petit nombre seulement d'espèces végétales adaptées à la forêt sont capables de tolérer un pH anormalement élevé. Même si leur présence risque de paraître incongrue, les roches ignées sont acceptables dans ce genre d'environnement et les roches métamorphiques très appréciées. Familières des forêts tempérées, elles résistent très bien à la dissolution et ne nuiront pas au bon développement des plantes et des animaux présents. Il est aussi conseillé de prendre des précautions pour choisir les structures en bois. La majorité des bois sont exposés à la détérioration et à la colonisation par des champignons, surtout s'ils sont enfoncés dans un substrat humide, ça va de soi. Alors, ce phénomène naturel peut être bénéfique, mais lorsque l'équilibre écologique est défaillant, ce qui est le cas dans un milieu confiné, comme celui-ci, le risque d'explosion fongique est manifeste. De plus, si vous avez l'intention de placer beaucoup d'éléments de décor en bois dans votre terrarium, ajoutez une plus grande quantité de compost de feuilles à votre substrat initial afin d'avoir suffisamment de bactéries et de champignons utiles pour lutter contre une éventuelle infection fongique ou bactérienne préjudiciable. Un bac qui héberge une densité de plantes relativement élevée, soit plus de 40% du volume total, souffrira moins d'une carence d'activité bactérienne ou fongique sur les autres accessoires décoratifs en bois. Nous pouvons affirmer aussi le fait que le terrarium de jungle ou de forêt tropicale semble être le plus répandu. Par son décor et la composition de son substrat, il ressemble beaucoup au terrarium de forêt. En revanche, notez que ses besoins en chaleur, en lumière et en humidité sont loin d'être identiques. Le terrarium de montagne maintenant, qui est un autre milieu forestier humide que peu de gens connaissent bien d'ailleurs, et qui pourtant mérite tout de même d'être évoqué. Vous savez, l'habitat de montagne se définit par un feuillage dense,
une hygrométrie élevée et des températures relativement basses. C'est un environnement de haute altitude où vit un grand nombre de reptiles et d'amphibiens. Les salamandres d'Europe et d'Amérique du Nord, par exemple, apprécient particulièrement l'air frais et humide qui le caractérise. De même que certaines espèces de serpents, comme la couleuvre de jade, la couleuvre asiatique ou encore tout simplement la couleuvre verte. Enfin, le terrarium semi-aquatique, également dénommé paludarium, composé d'une partie aquatique et d'une partie terrestre, est un vivarium qui simule tout simplement les marécages. Bien. Voilà la plupart des éléments qui sont à savoir afin de correctement maintenir une espèce en captivité. Bien entendu, le but de ce cours n'était pas de savoir pour quelles raisons la captivité devrait-elle être recommandée, puisqu'il s'agit là de réflexion philosophique, mais plutôt de connaître les informations fondamentales au maintien de la vie dans un espace clos. Non seulement en respectant les impératifs biologiques des espèces, mais aussi en les respectant en tant qu'êtres avant tout.